qualité d'enseignement et de sécurité des infrastructures. C'est ce que veut le ministère de l'Enseignement supérieur dans les différents établissements privés du pays. Et pour féliciter les bons élèves ou rappeler à l'ordre les contrevenants à la loi, une inspection s'imposait et elle a démarré ce mardi par Lomé. Une nouvelle variété de palmiers à huile sera bientôt introduite dans les plantations togolaises. Une variété beaucoup plus rentable qui va améliorer considérablement la production et aussi la transformation en produits dérivés. Et puis le PNIASA, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, lui améliore déjà depuis 5 ans la vie des producteurs à travers ses différents projets. Et comme depuis 2011, le ministère marque une pause cette année encore pour un bilan à mi-parcours plutôt satisfaisant. C'était les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Depuis ce matin, une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur est en visite dans plusieurs établissements privés du supérieur. Une opération d'inspection voulue par ce département ministériel pour s'assurer du respect des cahiers de charges en termes de qualité d'enseignement et de sécurité des infrastructures. Le compte rendu avec Emmanuela Adiaklo et Tchassinam Baga. Cette opération d'inspection vise à mettre les établissements privés relevant du ministère de l'Enseignement supérieur aux normes académiques. À cet effet, un cahier de charges a été élaboré et présenté à tous les promoteurs et directeurs de ces différentes écoles. Il s'agit par cette descente de terrain de s'assurer que les dispositions de ce cahier de charges sont respectées. L'inspection porte sur le fonctionnement de l'établissement, sur les diplômes. Nous voulons savoir le niveau des enseignants, puisque ces établissements sont censés être des écoles supérieures, donc il faudrait que les enseignants aient le niveau requis. Oui, il y a les infrastructures. Nous voulons voir les salles de classe, la disposition des salles de classe, la luminosité dans les salles, tout ce qui peut concourir au bon fonctionnement et à la bonne réussite des étudiants. La mission d'inspection se déroule simultanément dans plusieurs établissements privés du supérieur à Lomé et ses environs. Les inspecteurs subdivisés en 9 brigades procèdent par discussion, vérification et conseil. Nous constatons que certains responsables d'établissements ont anticipé après les ateliers qu'ils ont eus avec le ministère de l'Enseignement supérieur et ont commencé par formaliser leur structure avec le cahier de charges en prenant un certain nombre de mesures. C'est ce que nous venons de relever tout à l'heure au niveau de la mise en place d'un certain nombre de dispositifs. Cette démarche du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est bien appréciée par les directeurs et promoteurs d'établissements privés du supérieur. Cependant, il soulève quelques difficultés. Si on reçoit des visites, c'est toujours avec plaisir. Ce n'est pas pour casser, c'est toujours pour voir ce que vous faites et puis après vous allez pouvoir vous améliorer si on vous apporte des indications de ce genre. Donc il faut plutôt le prendre de bonne aloi. Et moi je pense que vraiment c'est une bonne chose pour assainir la situation. Sous d'autres cieux, les établissements privés du supérieur sont de hauts lieux d'excellence et des centres de référence. Pour la direction de l'enseignement supérieur, il est question de parvenir à cet état de choses au Togo. On ne crée pas un établissement comme ça. On remplit les formalités et au niveau du cahier des charges, il est prévu que de temps en temps, qu'on puisse procéder au contrôle pour s'assurer que le cahier des charges est respecté. Parce que le cahier des charges donne une certaine assurance sur la qualité et sur la fiabilité de l'établissement ainsi créé. Les institutions qui existent sans agrément. Vous voulez qu'on en fasse quoi? Vous allez dans les établissements dans lesquels les bâtiments menacent de s'écrouler sur les apprenants, etc. Donc ces genres d'établissements, vous comprenez qu'on ne peut pas les laisser fonctionner. Cette opération d'inspection se déroule jusqu'au 3 septembre dans les 66 établissements privés du supérieur que compte Lomé et ses environs. Les résultats seront publiés afin de permettre aux établissements inspectés d'améliorer leurs prestations. Intéressons-nous à présent au palmier à huile, ou plutôt à sa nouvelle variété qui sera bientôt introduite dans la production togolaise. Son nom, Ténéra, plus rentable à l'hectare, présenté ce matin aux planteurs de Dévélébé dans l'Agou par la société Kalian. Sylvain Abdou nous en dit plus.
L'introduction de cette nouvelle variété de plants dans la filière palmier à huile répond à la politique de production et de transformation d'huile de palme à Agou. D'un rendement de plus de 15 tonnes à l'hectare, l'acquisition de cette espèce est une démarche du groupe Kalian qui envisage l'implantation d'une usine de transformation dans la préfecture d'Agou. La pose de la première pierre a été faite il y a environ 1 an. Pour la concrétisation de ce programme, cela nécessite l'utilisation de matériel végétal performant pour augmenter le volume de matières premières devant alimenter l'unité de transformation, mais aussi améliorer le revenu des producteurs. Donc l'idée, c'est de fournir ces plants aux producteurs satellites pour qu'ils puissent les mettre en terre, les cultiver, avoir un rendement bien plus supérieur. Et en fait, on va faire un registre des producteurs qui vont acheter ces plantes et on va mettre en place une équipe technique qui pourra visiter régulièrement les exploitations et apporter une assistance technique à ces producteurs pour leur permettre de profiter au mieux des variétés qu'on a mis à leur disposition. 6 000 hectares sont déjà affectés aux promoteurs pour la mise en œuvre de ce projet de concert avec les populations. 250 hectares sont déjà exploités, mais la grande question reste l'adhésion des collectivités à accompagner cet ambitieux programme. Ce qui explique cette sensibilisation de masse sur la qualité des nouveaux plans et surtout les inciter pour une meilleure vulgarisation de cette bonne pratique agricole. Oui, ici on suivait les pratiques. C'est-à-dire en mettant ces plans-là, il y aura des indications à suivre. Si on suit on respecte ces règles-là, je pense que ça réussira. Le projet est bien assis parmi nous. Il a trouvé sa place et la population se réjouit des initiateurs de ce projet et pour lutter contre la pauvreté de nos populations. Plusieurs actions doivent être menées en attendant l'implantation de l'usine. Soutenir par exemple la production locale, garantir la matière première pour l'usine. Cette opération de fourniture de plants présente des avantages. Les paysans pourront s'attendre, après 3 à 4 ans d'installation des plantes, à une récolte qui va passer du simple au triple ou au quadruple. Généralement, la production à l'hectare est de l'ordre de 5 tonnes. Et donc avec ces nouveaux plans, les paysans pourront récolter minimum 20 tonnes, 15 à 20 tonnes à l'hectare, ce qui va considérablement améliorer leur revenu à l'hectare. Il semble, d'après les études, qu'ils pourront même avoir un revenu de l'ordre de 600 000 francs à l'hectare, ce qui est énorme pour un paysan. L'implantation de cette usine est prévue en 2018 par le groupe Kalian pour contribuer au développement socio-économique du milieu. Et c'est le ministre en charge de l'Agriculture qui a également réceptionné cet après-midi le lot de matériel offert à la direction de statistiques agricoles et de l'informatique de la documentation. Un matériel évalué à près de 60 millions de francs CFA offert par le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Du matériel qui va renforcer les systèmes d'alerte précoce et améliorer la collecte, l'analyse et la diffusion de l'information sur la sécurité alimentaire dans les pays membres de ce comité. Le compte rendu de la cérémonie de remise avec Dodo Harry et Ramdan Bassina. Les producteurs et les consommateurs sont souvent pris au dépourvu par les aléas climatiques ou par les changements qui surviennent sur les marchés. La faute est imputable au manque d'informations à la base. Pour gérer au mieux cette situation, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, à travers le projet EcoAgris, vient en appui au ministère de l'Agriculture par le biais d'un lot de matériel informatique destiné à la direction des statistiques agricoles, de l'informatique et de la documentation. Ce matériel va permettre une large diffusion des informations sur l'agriculture. Ce don de 3 lots d'équipements s'insère dans le cadre d'un appui à 3 différents systèmes que nous voulons mettre en place au niveau du SILS. Le premier système, c'est le système d'information sur les marchés, que le SILS appuie les pays membres pour avoir un système performant. Ensuite, au niveau du centre régional agriculture, développer la technologie pour l'envoi des données en utilisant la téléphonie cellulaire. Dans ce cadre, nous avons fait bénéficier le Togo d'un certain nombre d'équipements, de serveurs, de smartphones, et qu'ils vont distribuer au niveau de tout le pays pour pouvoir transmettre les données en temps réel.
Ce système d'information, évalué à environ 60 millions de francs CFA, va favoriser désormais la conservation des données agricoles, la facilité d'accès en temps réel aux informations agrométéorologiques et l'aide à la prise de décision en cas de vulnérabilité. Ce matériel qui vient de différentes sources, en fait, va nous servir à créer une plateforme pour l'information agricole. Parce que le Togo est en train de travailler sur un système d'information agricole qui permettra de remonter des informations, aussi bien sur les données météorologiques, sur les données d'information sur les marchés, sur les récoltes, les bilans alimentaires, les besoins et les cas de crise, de sécheresse, etc. Donc c'est une plateforme d'ensemble qui va être intégrée et qui va lui-même s'intégrer dans une plateforme régionale qui est développée au niveau de la CEDEAO, au niveau des 15 pays de la CEDEAO. 17 pays participent au projet EcoAgris qui entend amener les décideurs à disposer et à utiliser les données, les informations et faire des analyses pour la formulation et le suivi des politiques et stratégies de développement agricole. Et pour poursuivre cette édition, ce communiqué du ministre de l'Agriculture en charge de l'élevage. Le ministre, par communiqué, rappelle aux usagers du lac de Nangbeto que, conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 006/15/MAEP du 28 janvier 2015, les activités de pêche sur le dit lac sont interdites du 15 août au 15 novembre 2016, période correspondant au repos biologique des poissons. Le repos biologique instauré sur le lac de Nangbeto dans le cadre des mesures de gestion durable vise à favoriser le repeuplement du lac en ressources halieutiques en vue d'assurer leur durabilité dans l'intérêt des générations présentes et futures. Toute personne qui sera surprise en train de pêcher sur ce lac, de transporter ou de vendre les produits de pêche provenant de ce lac sera punie conformément à la loi en vigueur. Le ministre en charge de l'élevage et de l'hydraulique invite tous les acteurs professionnels de la pêche au respect scrupuleux de cette réglementation à laquelle il attache un grand prix. La direction de la formation civique poursuit son périple à travers le pays avec toujours un seul message, l'appel à la citoyenneté. Et dans la région centrale, ce sont les responsables des différentes confessions religieuses qui sont mises à contribution pour relayer l'éducation citoyenne auprès des populations. Depuis ce codé, la correspondance de Lamarck Bodjona. Après sa campagne de vulgarisation de la politique nationale de la formation civique, la direction de la formation civique a entrepris des rencontres avec les différentes couches socio-professionnelles. Celle-ci, à ce codé, est initiée à l'endroit des responsables des confessions religieuses. Elle porte sur leur contribution à l'éducation citoyenne des populations. Malgré les efforts que déploie le gouvernement, l'incivisme continue de grandir dans notre pays. Nous sommes venus solliciter des confessions religieuses qu'elles puissent poursuivre leurs efforts déjà engagés en matière d'éducation citoyenne. Nous leur avons demandé d'intensifier l'éducation au patriotisme, sensibiliser les populations à la veille citoyenne et à la vigilance en vue de préserver la paix, la sécurité et la prospérité. Nous leur avons demandé d'être à l'écoute de tout ce qui se passe et se dit dans les lieux de travail, dans leur entourage immédiat et de dénoncer tout acte visant à déstabiliser le pays. C'est en effet depuis 2006 que l'État togolais s'est résolument engagé dans ce processus de retour des valeurs citoyennes perdues par la démocratie mal comprise. La direction de la formation civique, qui est l'une des chevilles ouvrières, à travers ces rencontres, entend se faire l'ambassadrice de la culture citoyenne au sein de la population à la base.
Santé à présent, dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre les hépatites célébrée le 28 juillet dernier, la Ligue togolaise de lutte contre cette maladie a organisé une journée de formation à l'intention des journalistes à Lomé. Objectif, permettre aux hommes de médias d'être les relais de l'information auprès de la population. Dédé Koussao, Albertine Yakin pour le compte rendu. L'hépatite virale est une maladie qui attaque le foie. Elle est caractérisée par la destruction et l'inflammation de cet organe. Les virus sont A, B, C, D, E. Les plus majoritaires sont déclinés en B et C. Cette maladie est très répandue dans la sous-région africaine. Et c'est par voie de transmission que la pathologie atteint les sujets, notamment le sang contaminé par le virus, la transmission de la mère à l'enfant et par voie sexuelle. Considérée comme un problème de santé publique, l'hépatite B affecte environ 100 millions d'individus. Selon certaines estimations, 19 millions d'adultes également souffrent d'une infection chronique d'hépatite C. Pour donc réduire sensiblement cette maladie, une action citoyenne menée par la Ligue togolaise de lutte contre l'hépatite œuvre à travers de nombreuses actions, parmi lesquelles la formation des journalistes. L'alcool peut donner l'hépatite quand on en abuse, mais les virus sont les principales causes. C'est des microbes, mais ici ces microbes-là, nous les appelons des virus. Il faut que tout le monde soit informé, et quand tout le monde est informé, les habitudes changent. La plupart du temps, les hépatites B et C n'ont pas de signes. C'est des maladies silencieuses. Et c'est quand c'est déjà un peu tard, il y a la cirrhose ou le cancer, que la maladie est diagnostiquée. C'est un iter très intense où les conjonctives des yeux sont jaunes, les paumes des mains et des pieds sont jaunes, et la personne est très fatiguée et c'est la détection d'un marqueur très important du virus de l'hépatite B qu'on appelle l'antigène HBS dans le sang qui confirme le diagnostic. Pour lutter contre l'hépatite, dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030, les pays du monde entier ont adopté une stratégie mondiale qui vise à mettre un terme à la transmission, à renforcer la sensibilisation du public et à la prévention. Un accent particulier a été mis sur l'accès à des services de soins et aux traitements sûrs, abordables et efficaces. Pour booster l'agriculture du pays, il a été élaboré et mis en exécution depuis 2011 le PNIASA, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, programme qui a permis d'accroître la production nationale et aussi les revenus des producteurs. Et cette année, l'heure du bilan à mi-parcours a sonné. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette conférence de presse de bilan dans le courant de cette édition. Et la sécurité, elle est nécessaire aussi bien en agriculture que dans la construction des infrastructures. Et cela, un particulier en a fait les frais ce mardi. Un bâtiment en construction à Anago-Komé, au grand marché de Lomé, s'est effondré aux environs de 12 heures. Bilan, un mort et 2 blessés. Le récit du drame avec Eric Djanikbo et Pierre Soussoupo. Et embué de larmes, visage éperdu. Les témoins du sinistre, visiblement sous le choc. Le drame se passe dans le quartier Anago-Komé, au cœur du grand marché de Daolato. C'est un chantier de fortune d'un rez-de-chaussée premier niveau qui s'est effondré pendant que les ouvriers étaient en pleine activité. Un mort, 2 blessés. C'est le triste bilan de ce drame. Sur les lieux, Pauline est l'un des témoins qui nous édifie. Va constater que les films mais on va même tenter moi comme un autre type pour le film quoi mais des temps on les moi comme vol pour quoi il y avait des cas d'auto va les faut que les mots de l'Amérique il y avait un petit voyage il y avait une côté de alors il y avait quelque chose et d'après il y avait ça fait pompier couteau et central to de wacho o avec nous tête cola avec nous tête to bon on est là. Sur ces images, on reconnaît les sapeurs-pompiers en pleine opération de sauvetage. Ils ont réussi à enlever les grabats et sauver 2 ouvriers, immédiatement conduits au CHU Sylvanus Olympio. La première victime a été retrouvée à ce niveau. La deuxième
la langue là-bas. Les 2 victimes étaient vivantes. Et les décédés, c'est dans ce trou. Donc on a creusé, déblayé, enlevé les gravats pour pouvoir l'extraire. À notre avis, il y a un mur qui était là, qui menaçait de tomber. Donc on a fait tomber le mur de l'autre côté pour la sécurité des intervenants. Le gars, c'est une chance qu'il n'est pas décédé. Le gars qu'on a enlevé ici. Oui. Après l'opération de sauvetage, le chef de corps des sapeurs-pompiers s'est rendu sur le site. De l'inspection des lieux, il constate. À l'origine de ce sinistre, c'est tout simplement le non-respect des règles mises en place par l'État. La malfaçon dans la construction. Disons que l'État fait de grands efforts. Sinon l'État, je dirais que l'État ne ménage aucun effort quand il s'agit de la sécurité des hommes. Mais c'est que la population doit comprendre que la sécurité est l'affaire de tous. L'État fait ce qu'il peut, mais la population doit jouer sa partition. Pour info, il faut savoir qu'il y a des procédures de permis de construire qui existent et que chacun devrait approcher les institutions adéquates pour pouvoir respecter les règles de l'art de construire. Quant à ce qui concerne la sécurité, les sapeurs-pompiers doivent être approchés pour conseiller les uns et les autres dans le choix du matériau, dans la qualité du dosage, dans les endroits à construire pour éviter de tels sinistres à l'avenir. Disons que ce bâtiment a été construit dans un confinement d'une concession et vraiment clandestinement, vu tout ce qu'on a remarqué sur place. Imaginez que c'était sur la place publique, au beau milieu des étalages, on aurait pu faire face aujourd'hui à beaucoup plus de sinistres qu'on ne souhaite pas. Par ma voix, l'État exprime sa compassion à toutes les familles éplorées. Les cohabitants de la concession racontent que le maître du chantier est à la fois l'architecte et le maçon. Un amateur qui aurait donc fait fi de toutes les règles de l'art en matière de construction. Selon le chef de corps des sapeurs-pompiers, le propriétaire de l'immeuble est actuellement en fuite. Il est activement recherché par la police nationale. La sécurité également de mise sur la route. Et justement, à l'endroit des usagers de la route, ce communiqué qui fait office de bonnes nouvelles. Depuis le 25 décembre 2015, le gouvernement a procédé à plusieurs baisses des prix des produits pétroliers à la pompe. Suite à cette diminution et conformément aux dispositions des 3 arrêtés interministériels du 2 mai 2016 fixant les tarifs de transport urbain, interurbain de personnes et de marchandises, les coûts des transports ont été revisés à la baisse pour compter du 3 mai 2016. Les nouveaux tarifs peuvent être consultés dans le quotidien Togo Presse du 3 mai 2016. En conséquence, le ministre des Infrastructures et des Transports invite les transporteurs routiers au respect des nouveaux tarifs et rappelle que tout contrevenant à ces mesures réglementaires s'expose à la rigueur de la loi. Du chant à présent, la chorale Concordia de la région ecclésiastique sud-maritime de l'église évangélique presbytérienne du Togo a 15 ans cette année. Et pour marquer cet anniversaire, rien de plus normal qu'un concert. Et 10 chorales se sont succédées sur scène hier au Palais des Congrès de Lomé pour glorifier le nom de l'Éternel et proclamer l'Évangile à travers des chants et sketch. L'ambiance que nous font revivre ce soir Dodo Haré, Sonia Amenikbo et Charlotte Monsimet. Louange et adoration sur différents rythmes de chants chorales et des sketchs. L'union des chorales du temple de l'église évangélique presbytérienne du Togo, de Concordia Resma ou région ecclésiastique de Sud-Maritime rend ainsi grâce à Dieu pour ses 15 ans d'existence. Une soirée qui a conquis le public.
La soirée a été tellement très satisfaisante, qui a donné la joie à tout le monde et ça a encore ravivé la foi de tous les chrétiens. Les prestations, c'est bien, c'est magnifique. Toutes les chorales, elles ont mérité des applaudissements. Ils sont venus de tous les horizons pour célébrer ce jubilé de cristal de Concordia Resma. Depuis sa création, elle s'est donnée pour ambition de fusionner toutes les chorales de l'EPT afin de porter plus haut le nom de l'Éternel. Nous avons traversé ces 15 ans par la grâce de Dieu. Et nous avons été 22 chorales au début. Aujourd'hui, nous sommes 88 chorales de temple réunis au sein de Concordia Resma. Et nous pouvons remercier le Seigneur pour ce parcours qu'il nous a donné. Et la motivation principale, c'est que nous puissions uniformiser nos pratiques. Nous sommes dans l'église évangélique presbytérienne du Togo. Les chorales sont dans différentes paroisses, afin qu'il n'y ait pas de diversification des actes que nous posons dans l'église. Dans leurs prestations, chacune de ces chorales a fait référence au thème choisi pour ce festival de chant et de sketch qui appelle tout chrétien à chanter et à fructifier ses talents pour la gloire de Dieu. Direction maintenant Rio au Brésil, là où se poursuivent les Jeux Olympiques. Et sûrement que vous suivez avec plaisir sur les différentes chaînes, les différentes épreuves. Et au-delà des compétitions, les Jeux Olympiques, c'est aussi une immense logistique. Côté coulisses, ce sont 3500 personnes qui travaillent jour et nuit pour assurer le bon fonctionnement des épreuves autour des bassins, des terrains de golf, dans les coulisses et même dans les poubelles. Regardez. Les supporters quittent les dernières compétitions, que les athlètes reprennent des forces. Le parc olympique, lui, ne dort jamais. La nuit va être courte pour ces ouvriers un peu spéciaux. Ils n'ont que quelques heures pour ajuster les moindres détails. Je vérifie 14 000 sièges. 14 000 toutes les nuits ? Oui, il faut que je les inspecte tous. Le tronçon de bois qui vient ici doit faire 7 cm de long. On monte les tables pour que les jurés soient suffisamment en hauteur pour voir ce qu'il se passe dans la piscine. Et on a un délai de 3 heures pour monter cette plateforme. La natation finie, la piscine se mue en stade de water polo dès le matin. 350 mètres de ligne à installer, 1000 mètres de câbles électriques à réviser et sous l'eau, un métier un peu particulier. Je suis un technicien caméra sous l'eau. Enfin, parfois sous l'eau. On s'occupe des caméras aquatiques qui sont disposées à chaque angle et qui filment les mouvements. On doit tout gérer sous l'eau, car tout se passe en dessous de la surface au water polo. À quelques kilomètres de là, sur le terrain de golf, 64 tondeuses ont travaillé toute la nuit. Le golf de Rio 2016, c'est un peu le bébé de Neil Cleverly. Cet Anglais a participé à la construction de ses 44 hectares. L'entretien de son herbe, c'est une science. Ça, c'est un appareil pour calculer l'humidité du terrain. Ça nous donne le taux d'humidité à 2,5 cm de profondeur dans le sol. Si le pourcentage n'est pas bon, alors le green sera impraticable. En tout, c'est une fourmilière de plus de 3500 personnes qui travaillent dans l'ombre des athlètes et des compétitions. Pour qu'au matin, cela donne ça. Salut les amis! Allez, montrez-moi votre motivation! Des métiers incongrus et d'autres un peu moins glamour en coulisses, comme celui de Rosa et Valerio. On a 1000 tonnes de déchets chaque jour. Ils mangent gras, ces supporters. Mais moi, j'ai maigri. On marche 2 km par jour avec ce travail. Mais le nerf de la guerre, le voici. Ce traiteur américain nourrit ici les salariés, les volontaires du parc et 5000 journalistes affamés. Halal, kasher, végétarien, il satisfait plus de 200 nationalités.
Et ce n'est pas la seule chose qui est livrée en quantité. Eduardo est embauché par Rio 2016 pour une mission très spéciale. Ici, je remplis cette machine de 720 préservatifs. Tous les jours ? Oui, tous les jours. 13 distributeurs rien que dans les quartiers des employés olympiques. Autant au village des athlètes. Les coulisses de Rio 2016 sont sous haute protection. Le côté visible de l'iceberg maintenant avec les différentes compétitions et le sacre de certains athlètes qui couronnent des années, qui couronnent des exploits et ponctués de fortes émotions. Regardez. Un jour de plus à Rio et une symphonie de gestes qui font parfois basculer une vie. 4 années de sacrifice pour quelques instants d'éternité. Le spectacle est fascinant. Voici cet après-midi le ballet millimétré de la natation synchronisée. Danse en immersion, presque une œuvre d'art. Il ne faut pas autant de finesse pour briller au lancer du marteau. 82,29 m pour la polonaise Anita Wlodarczyk. Jamais une femme n'avait lancé l'engin de 4 kg aussi lourd. Le Britannique Andy Murray conserve son titre olympique, inédit dans l'histoire du tennis au JO. Performance exceptionnelle quand on sait que Federer et Djokovic ont toujours échoué dans la quête de l'or olympique en simple au JO. On croyait ce vieux record imbattable, et puis la fusée sud-africaine est arrivée. Wade van Niekerk signe 400 mètres d'anthologie, 43 secondes 3 centièmes, record du monde et médaille d'or, et dire qu'il court également le 100 mètres en moins de 10 secondes. Elles se ressemblent comme 2 ou plutôt 3 gouttes d'eau. Des triplés estoniennes au marathon, une première dans l'histoire des JO. La course avait d'ailleurs des allures de réunion de famille, participaient également des jumelles coréennes et allemandes. Médaille de l'originalité pour une demande en mariage. Alors qu'elle vient de recevoir sa médaille d'argent au plongeon, cette Chinoise dit oui à son compagnon qui surgit avec une bague. Lui aussi est médaillé dans la discipline. Sur ce coup-là, il a réussi son plus grand saut. Une forte émotion. Voilà, c'est sur ces belles images que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.